Bonjour et bienvenue à vous. Je m'appelle Yael R. Eastman. Je suis secrétaire exécutive et directrice de la recherche à GeoStrat Agency, LLC, le bureau privé de notre fondateur, au 1500 K Street, à Washington, district de Columbia. Et avant que ne commence l'histoire que je vais vous raconter, je veux d'abord vous dire, calmement, qui vous parle et pourquoi. Rien ne quitte ce bureau sans être lu. Chaque ligne, chaque date, chaque source, chaque citation passe entre mes mains avant d'arriver aux vôtres, parce qu'une affirmation que nous ne pourrions pas défendre est une affirmation que nous ne publions pas. C'est la règle de la maison. Elle ne plie jamais. Je fais ce travail bénévolement. Je ne reçois pas $1 pour cela, et c'est un choix que j'assume pleinement, parce que je crois à cette cause, et parce que je crois à l'homme qui la porte. Je suis mère d'une adolescente. Je vous le dis simplement, pour que vous sachiez d'où je parle. Je défends notre principal, je défends sa famille, et je me tiens, sans détour, aux côtés de la doctrine du président Trump. L'Amérique d'abord, la Suisse d'abord, la paix par la force. Voilà mon or. Et laissez-moi être honnête avec vous sur la manière dont cet enregistrement a été fait, car nous ne cachons jamais nos procédés. Je n'ai pas de studio. J'ai enregistré ceci par fragments, le soir, à ma table, une fois ma fille endormie. Là où vous entendrez une couture entre deux prises, l'intelligence artificielle a servi uniquement à lisser le souffle, à adoucir le raccord, jamais, au grand jamais, à écrire un seul mot. Les mots sont les siens, et ils sont les miens. La machine n'a pas de voix ici. Elle n'a qu'un chiffon doux pour polir le verre. Maintenant, laissez-moi vous dire où se trouve notre principal, en cet instant même où je vous parle. Pendant que je lis ces lignes pour vous, Monsieur Pascal Najadi et sa bien-aimée Coco sont quelque part dans la vieille Europe, dans une retraite qu'ils ont plus que méritée, et qui durera jusqu'à son anniversaire. Une abbaye restaurée du XIe siècle. Une abbaye qui abritait autrefois des moines d'un ordre du silence, les Chartreux, les fils de Saint Bruno, ces hommes qui prononçaient le vœu de vivre leur vie entière dans le silence le plus complet, sans un mot, pour mieux entendre l'essentiel. Le silence pur. Le sel de ce silence. Leur temps. Leur horloge. Leur propre rythme, enfin retrouvé. Car c'est un introverti de manuel, notre principal, et il vous le dirait lui-même sans la moindre gêne. Après ce qu'il décrit comme l'opération la plus intense et la plus comprimée de toute sa vie, la campagne menée pour aider à libérer sa patrie, la Perse, des fous qui règnent à Téhéran, il peut enfin faire ce qu'il fait le mieux, lire les signaux dans une sphère de silence absolu. Écouter le monde depuis le calme, se reposer. Et il m'a écrit, plus d'une fois, ceci, et je vous le rapporte comme il me l'a confié, non comme une vérification, mais comme sa conviction intime. Il est plus que confiant que le président Trump et son équipe voient les choses exactement comme lui. Que les 20% qui restent, les frappes chirurgicales, la part finale de l'ouvrage, seront achevées selon les termes du président et à son niveau d'exigence à lui. Comme le président joue au golf, avec précision, jusqu'au bout, sans un fil qui dépasse. Et que le crescendo, lui, court jusqu'à Karg. Retenez ce nom, Karg, nous y reviendrons. Alors comprenez bien ce que vous allez entendre, ce n'est pas seulement un rapport, c'est une autobiographie au ralenti. Ce sont des marqueurs avancés sur lesquels vous pouvez compter, livrés avec une autorité durement gagnée, pour que vous compreniez non seulement ce qui va arriver, mais pourquoi cela devait arriver ainsi, parce que c'est un moment de bascule, un moment charnière pour la survie et pour l'avancement des États-Unis et de leurs véritables alliés. La Suisse, Israël, les nations du Golfe, et tous ceux qui se sont tenus aux côtés de l'Amérique et qui ont donné ce qu'ils pouvaient à l'opération Epic Fury. Et aux autres, aux marxistes, les ouverts, et les couverts. Et ici, je vais dire leur nom dans la voix de notre principal, car ce sont les siens, Merz, Macron, Meloni. À vous, écoutez attentivement. Et à nos adversaires, du camp de Fauci jusqu'à Pékin, je n'ai qu'un mot. Dormez bien. Voici son histoire. Je vous la lis maintenant, dans sa voix, à la première personne, telle qu'il l'a écrite. Il y a 2 dates sur mon bureau, ce mois-ci, et cette année, pour la première fois, elles sont arrivées au même endroit. La première est écrite dans une convocation du Sénat. Le 29 juillet 2026, à 10h du matin, heure de Washington, le Dr Anthony Fauci est convoqué pour comparaître devant la Commission sénatoriale de la Sécurité intérieure et des affaires gouvernementales sous injonction judiciaire en public pour répondre au président de cette commission, le sénateur Rand Paul du Kentucky.
La seconde est écrite sur une pierre tombale. Le 29 juillet 2013, en début d'après-midi, à Kuala Lumpur, un homme s'est approché de mon père par derrière, sur le parking d'un temple, et lui a tiré 2 balles dans la poitrine, à bout portant. Il avait 75 ans. Il est mort là, sur le bitume. J'étais à Moscou. Le téléphone a sonné, et la femme à l'autre bout du fil était si loin dans le chagrin que je ne parvenais pas à distinguer ses paroles. Puis je les ai toutes comprises d'un seul coup. Le temps n'a pas ralenti. Il s'est arrêté. Je ne souhaite ce silence particulier à aucune âme vivante. 13 ans. Jour pour jour. L'univers, décidément, me veut du bien. On m'a élevé dans l'idée que la coïncidence est l'explication du paresseux, et je m'y tiens. Je ne vais pas vous vendre un mécanisme mystique. Je vais vous dire simplement que lorsque j'ai lu cette convocation, je suis resté très longtemps immobile, et qu'en un sens, je ne me suis pas encore relevé. Alors laissez-moi vous raconter ce qu'a été le 29 juillet, pour moi, pendant 13 ans, et ce qu'il est sur le point de devenir. L'homme du parking, Hussein Ahmad Najadi. Né à Bahreïn, vers 1938, de parents d'origine perse. Un banquier d'affaires de la vieille école, cette école qui n'existe plus, et dont le monde n'a pas fini de payer la disparition. En 1968, il rachète à l'UBS une société de Lucerne, Supramar, des hydrofoils, ces embarcations étranges et magnifiques qui soulèvent leurs coques hors de l'eau et volent sur des ailes immergées, juste sous la surface. À partir de 1975, avec 2 millions de dollars de capital et pas grand-chose d'autre, il fonde le groupe bancaire de développement arabo-malaisien. Cette maison est aujourd'hui Ambank, l'un des plus grands groupes bancaires de Malaisie. Il a tout fait en étranger, au mérite, sans la permission de personne. Mais ceci est un curriculum vitae, et je ne me suis pas assis aujourd'hui pour écrire un curriculum vitae. Je me suis assis pour écrire sur l'homme. Et voici ce que je veux que vous sachiez de mon père. C'était l'un des hommes les plus drôles qui ait jamais vécu. Je ne veux pas dire qu'il racontait des blagues. N'importe quel imbécile raconte des blagues. Je veux dire qu'il portait, dans les salles les plus dures de la terre, un esprit si vif et si chaleureux qu'il désarmait ceux-là même qui étaient venus pour l'abattre. Je l'ai vu faire. Je l'ai vu s'asseoir en face d'hommes arrivés avec des couteaux dans leurs porte-documents et une position convenue à tenir contre lui. Et je l'ai vu dire une seule chose sèche, parfaitement pesée. Et j'ai vu l'autre côté de la table se fissurer. Il riait. Il ne pouvait pas s'en empêcher. Et dans les 2 secondes où il riait, la salle changeait de main. Cela n'est pas un tour de passe-passe. C'est une arme, et une arme plus rare et plus puissante qu'une menace, car une menace ne produit jamais que la soumission, tandis que l'humour produit le consentement. Un homme qui peut vous faire rire vous a déjà persuadé qu'il n'est pas votre ennemi. Il s'en est servi pendant 40 ans. Pour la paix. Pour l'accord. Sur des gens qui ne voulaient surtout pas être persuadés. Et le 29 juillet 2013, ils l'ont tué pour la seule chose qu'on ne pouvait pas le persuader d'arrêter de faire, parler de la corruption là où il la trouvait. Le dossier du meurtre lui-même est clos, et je l'énonce exactement tel qu'il se présente. Le tireur a été trouvé. Kung Sui Kwan a été reconnu coupable de l'assassinat de mon père et condamné à mort. La plus haute cour de Malaisie a confirmé la sentence. En novembre 2015, la police malaisienne a annoncé qu'elle ne cherchait plus personne et a fermé le dossier. Le tireur a été trouvé. La main qui a payé le tireur ne l'a jamais été. Et aucun tribunal sur cette terre n'a jamais répondu à la seule question qui ait jamais compté pour moi. Qui n'est pas de savoir qui a appuyé sur la détente, mais qui voulait mon père réduit au silence. Et pourquoi, et ce qu'il s'apprêtait à dire. Le dossier est donc clos. Et rien n'est clos. Voilà la phrase à l'intérieur de laquelle je vis depuis 13 ans. Un second fauteuil, vidé tout récemment. J'avais presque terminé ce texte lorsque la seconde tombe s'est ouverte, et j'ai dû revenir en arrière pour l'y inscrire. Et je m'aperçois que je le fais avec gratitude, car l'homme y a sa place. Le samedi soir, 11 juillet 2026, à son domicile de Capitol Hill, le sénateur Lindsey Graham, de Caroline du Sud, s'est éteint. Il avait 71 ans. Il les avait eus 2 jours plus tôt. La cause, selon les conclusions préliminaires du médecin légiste, fut une dissection de l'aorte, une déchirure de la grande artère qui sort du cœur. Aucun avertissement, disent ses collaborateurs. Aucun. Il rentrait à peine, quelques heures plus tôt, d'Ukraine, de sa 10e visite dans ce pays en guerre, où il s'était de nouveau assis auprès du président Zelensky. Il était attendu le lendemain matin à la télévision. Il n'a jamais rejoint le fauteuil.
J'ai publié mon hommage dans les heures qui ont suivi, et je ne le répéterai pas ici, mais je dirai la seule chose qui m'a arrêté net. Lisez ce que ceux qui le connaissaient ont dit dans les heures qui ont suivi sa mort. Son collègue le sénateur John Barrasso a dit que le Sénat regretterait son esprit vif et son rire contagieux. Le président George W. Bush l'a appelé un homme bon et drôle. Le président Trump l'a appelé l'un des plus grands sénateurs qu'il ait jamais connu, un authentique patriote américain, et il a ordonné la mise en berne des drapeaux. Le voyez-vous? C'est la même arme. Deux hommes, nés aux antipodes l'un de l'autre, un banquier perso-bahreïni qui a bâti une banque à Kuala Lumpur à partir de rien, et un garçon pauvre de Central, en Caroline du Sud, élevé dans une seule pièce derrière la salle de billard familiale, qui a perdu ses deux parents alors qu'il était encore à l'école, et qui a ensuite élevé et légalement adopté sa petite sœur avant de partir servir comme juriste dans l'armée de l'air. Rien en commun, rien du tout, sauf les deux choses qui, précisément, sont tout. Tous deux se sont tenus, toute leur vie et à un coût réel, pour la paix, pour la liberté et pour la dignité des êtres humains. Lindsey Graham était à la fin si gênant pour la tyrannie que la Fédération de Russie avait émis un mandat d'arrêt contre lui. Cela, c'est une décoration. On ne reçoit pas ce genre de médaille pour avoir été accommodant. Et tous deux, dans la salle, entrèrent avec une plaisanterie. Le tyran dépourvu d'humour est la norme historique. Allez voir. Staline n'était pas drôle. Mao n'était pas drôle. Pol Pot n'était pas drôle. Hitler n'était pas drôle. Cet homme ne pouvait pas survivre à être tourné en dérision, et c'est précisément pourquoi la première chose que fait tout totalitaire, au premier matin, c'est d'arrêter les comiques. L'humour est la seule chose qui ne peut pas être nationalisée. C'est la dernière presse libre. C'est la preuve apportée par le citoyen qu'il n'a pas encore été effrayé jusqu'à l'obéissance. Ils sont, j'en suis parfaitement certain, en excellente compagnie à présent. Et je soupçonne que la conversation là-haut est très bruyante et très drôle. Maintenant, laissez-moi mettre l'autre chapeau, car cette maison ne carbure pas au sentiment, et je vous dois la rigueur avant de m'autoriser l'émotion. Ce qui est réellement prévu pour le 29. Pendant 6 mois, le sénateur Rand Paul a négocié avec les avocats du Dr Fauci une date de comparution. Fauci a accepté. Puis Fauci s'est rétracté. Le 22 juin 2026, le président de la commission a émis une injonction, la première de sa présidence, contraignant le Dr Fauci à témoigner en public. Le président a dit que le pouvoir d'injonction le ferait venir, à moins qu'il ne conteste devant les tribunaux. Que Fauci faisait traîner l'information depuis 6 mois ou davantage. Le 28 juin, il a affiché la date elle-même, sans ornement. Anthony Fauci répondra devant le peuple américain. Le 29 juillet, à 10h. Voilà ce qui existe. Maintenant, voici ce qui n'existe pas. Et je ne vais pas prétendre le contraire, car toute la valeur de ce bureau tient à ce que je vous dise où le sol s'arrête. Une audience programmée n'est pas une audience tenue. À ce jour, le 29 juillet est une convocation, non un événement. Le docteur Fauci n'a pas prêté serment. Il ne s'est pas assis. Le président lui-même a dit publiquement qu'il s'attend à devoir se battre pour l'obtenir, que Fauci pourrait contester l'injonction devant un tribunal, et qu'il croit que les cours finiront par ordonner la comparution. Il a peut-être raison, ce n'est pas la même chose que la chose ayant eu lieu. L'horloge qui commande est celle de Washington. 4 heures de retard sur Greenwich. 10 heures du matin sur la colline. C'est 16 heures à Genève et à Paris. Marquez-le dans votre propre fuseau et ne laissez pas un changement de date, où que ce soit sur Terre, vous persuader qu'une chose a eu lieu. Elle a lieu quand une source la rapporte comme ayant eu lieu, et pas une minute avant. Le Maillet, et où il siège réellement. On entend « sécurité intérieure » et on pense « frontières » et « aéroport ». C'est une grave erreur de lecture de l'instrument. La Commission de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales est la principale commission d'enquête du Sénat des États-Unis. Ce n'est pas de la rhétorique, c'est sa charte. Son pouvoir le plus grand, celui qui compte le 29, est une autorité permanente, unique par son ampleur, d'étudier et d'enquêter sur l'efficacité, l'économie et l'efficience de la totalité des agences et des départements du gouvernement des États-Unis. Tous, relisez cela, pas un seul département. La totalité du pouvoir exécutif, jusqu'à la racine, partout où l'argent public est allé, et quoi qu'on en ait fait. Et il y a un détail mécanique que la presse a presque entièrement omis d'expliquer, et qui est la charnière de toute l'affaire.
La commission a voté pour donner à son président le pouvoir d'émettre des injonctions de manière unilatérale. Unilatérale. Il n'a besoin ni d'un vote de la commission, ni de l'accord de la minorité. Un homme, une signature, et un citoyen des États-Unis est contraint de comparaître. C'est un pouvoir extraordinaire à placer entre une seule paire de mains. Et la première fois que Rand Paul y a eu recours de toute sa vie, il y a eu recours pour cela. Pourquoi la déclassification est bien plus vaste que cette ville ne l'a compris? Posez-vous une question simple. Pourquoi Anthony Fauci se rend-il devant une commission de sécurité intérieure? Il n'est pas garde-frontière. Il n'est pas douanier. L'affaire concerne le renseignement. Alors pourquoi ne va-t-il pas devant la commission spéciale du renseignement, là où les affaires de renseignement ont leur place? À cause de ce qu'a fait Tulsi Gabbard en franchissant la porte pour la dernière fois. Et lorsque vous le voyez, vous ne pouvez plus ne pas le voir. La supervision du renseignement, aux États-Unis, se déroule derrière une porte d'acier, en séance fermée, sur matière classifiée, devant une poignée de membres habilités. Ce n'est pas un scandale. C'est ainsi qu'une république qui a besoin de secrets les garde. Mais cela a une conséquence. Tant qu'une matière reste classifiée, elle ne peut être examinée que dans le noir, par un petit nombre de personnes, dont la plupart sont institutionnellement attachées à l'appareil même que l'on examine. La classification n'est pas seulement un bouclier contre l'ennemi, c'est aussi, quand on en abuse, un bouclier contre le citoyen. En juin 2026, en ce qu'elle a elle-même appelé son dernier jour comme directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard a libéré la matière. Plusieurs centaines de pages de communication, de témoignages de lanceurs d'alerte et de documents internes de la communauté du renseignement sur les origines du COVID-19, le fruit d'un an de réexamen sous le mandat de transparence maximale du président. Preuves à l'appui, elle a accusé le Dr Fauci et d'autres d'avoir manipulé le renseignement et menti au Congrès. Elle a parlé d'une tentative délibérée de dissimuler la vérité. Et puis elle est partie, pour la seule raison qui ait jamais pu la faire bouger, qui était l'amour, pour rentrer soigner son mari. Maintenant, suivez le mécanisme, car le mécanisme est toute l'histoire. À l'instant où cette matière fut déclassifiée, elle a cessé d'être une affaire de renseignement pour devenir une affaire de conduite gouvernementale. Elle est sortie de derrière la porte d'acier, et à l'instant même où elle en est sortie, elle est tombée sous la juridiction de la seule commission du Sénat dont l'autorité permanente s'étend à l'efficacité de toute agence du gouvernement, en séance publique, devant les caméras, devant le peuple américain. Voilà le tour de main. La déclassification n'est pas un communiqué de presse. La déclassification est un changement de juridiction. C'est l'acte qui déplace une question hors de la chambre forte et vers la lumière du jour, hors des mains de l'appareil et vers les mains du citoyen. Tulsi Gabbard n'a pas simplement publié des documents. Elle a tendu la main dans une pièce scellée, en a sorti le dossier, l'a posé sur une table en plein air, devant un président muni d'un stylo à injonction unilatérale, puis elle a tourné le dos au poste de renseignement le plus puissant de la Terre et elle est rentrée chez elle. C'est l'acte de judo institutionnel le plus élégant que j'ai observé en 40 ans dans ce métier. Et voici la part qui devrait rendre Pékin extrêmement mal à l'aise. Chaque fil honnête de ce dossier mène au même terminus. Suivez l'argent, et il passe par un institut américain, par un intermédiaire de New York, pour aboutir dans un laboratoire de Wuhan, à l'intérieur d'un État à parti unique, marxiste-léniniste, qui est aujourd'hui le principal adversaire stratégique du monde libre. Le dossier Covid n'est pas un scandale médical qui touche accidentellement la Chine. C'est le premier pont documentaire, posé à ciel ouvert, par le gouvernement des États-Unis lui-même, entre une catastrophe qui a tué plus d'1 million d'Américains et un laboratoire à l'intérieur de la République populaire de Chine. C'est ce que j'appelle désormais l'affaire Covid mondiale, et j'emploie le mot « affaire » à dessein. Un scandale appartient au pays où il éclate. Une affaire, c'est le nom qu'on donne à un scandale qui a débordé ses frontières, qui a traversé la mer, traversé le grand livre des comptes, traversé le témoignage sous serment d'une superpuissance, et laissé plus de 190 nations compter leurs morts. Celui-ci a tout traversé. Ce n'est plus le dossier de l'Amérique, c'est celui du monde. On ne bâtit pas un pont pareil sans avoir l'intention que quelque chose le traverse. Le registre est la ligne que je trace en plein jour. Maintenant, je vais faire ce que cette maison fait toujours, et que personne d'autre dans ce combat ne fait. Tracer la ligne entre ce qui est documenté et ce qui est contesté, car un dossier qui ne peut pas survivre à une lecture honnête n'est pas un dossier, c'est une humeur. Ce que la matière déclassifiée indique. De l'argent du contribuable américain
acheminé par l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses et par un intermédiaire de New York, l'EcoHealth Alliance, a coulé vers des recherches dangereuses sur les coronavirus, sous-traité à l'Institut de virologie de Wuhan. Le bureau du directeur du renseignement national soutient que le Dr Fauci a ensuite travaillé avec une direction politisée à l'intérieur de la communauté du renseignement pour détourner le public d'une origine de laboratoire, qu'il a fourni les experts que les analystes ont consultés, puis cité les conclusions de ces analystes au public comme s'il s'agissait d'un consensus scientifique indépendant. Une communication interne le dit avec la brutale économie de gens qui écrivent entre eux, et non pour nous. La communauté du renseignement a pris ses ordres directement des instances de santé. Des lanceurs d'alerte venus de l'intérieur de la CIA ont témoigné que les analystes qui contestaient la conclusion d'origine naturelle ont été marginalisés, menacés de représailles et ont subi des dommages réels dans leur carrière. La CIA elle-même a déplacé sa position, estimant désormais, avec un faible degré de confiance, qu'une origine liée à la recherche est la plus probable des deux. Ce que le sénateur Paul soutient. Que Fauci a financé des recherches de gains de fonction, tout en disant au Congrès qu'il ne l'avait pas fait, que des dossiers ont été détruits, et que toute la campagne d'origine naturelle fut, selon les mots mêmes du président, une manœuvre de diversion et une conspiration. Il a dit que ce que nous savons désormais, au-delà de tout doute raisonnable, c'est que le Dr Fauci a bel et bien financé la recherche de gains de fonction. Ce que dit le Dr Fauci. Il nie tout, et il a toujours tout nié, et je mettrai son démenti dans ses propres mots, car un homme y a droit. Lorsque Rand Paul l'a affronté par-dessus une table d'audience en 2021, Fauci n'a pas scié. S'il y a un menteur ici, sénateur, c'est vous. Il a soutenu que les expériences en question ne répondaient pas à la définition du gain de fonction, et que le virus a émergé de la nature. Ce qui n'est pas établi. Il n'a été inculpé d'aucun crime. Aucun tribunal n'a rien constaté. La communauté du renseignement n'a jamais atteint de consensus sur l'origine de la pandémie. Des rédactions sérieuses ont rapporté, à juste titre, que le président a avancé la thèse du laboratoire sans en produire la preuve dure, et les gens honnêtes doivent le dire. Le délai de prescription sur l'accusation précise d'avoir menti au Congrès a expiré. Et le Dr Fauci est, de toute façon, protégé par une grâce préventive signée par le précédent président dans les dernières heures de son mandat. Une grâce remontant à 2014, couvrant des infractions jamais inculpées, et dont Rand Paul a dit que la légalité elle-même pourrait être éprouvée devant les tribunaux. Et puis, il y a l'autopeine. Je m'arrête ici, pour des raisons opérationnelles. Voilà tout l'échiquier. Les deux couleurs. Et je n'ai pas eu besoin qu'on m'y contraigne. Et là où je passe de ce qui est documenté à ce que je crois moi-même, je le dis et je le signe. C'est mon opinion, marquée comme telle, et non un verdict, qu'un agent pathogène augmenté, développé avec de l'argent américain et lâché sur le monde, que ce soit par accident ou à dessein, constitue en droit le développement d'une arme biologique, et que son échappée a infligé aux États-Unis et à plus de 190 autres nations le plus grave préjudice transfrontalier depuis la Seconde Guerre mondiale. Et nous ne devons jamais laisser l'ampleur de la chose se dissoudre dans l'abstraction, car l'abstraction est la manière dont les coupables s'échappent. Aux seuls États-Unis, plus d'1 200 000 personnes sont mortes, de façon confirmée, du Covid-19, le bilan national le plus lourd de la Terre. Plus de 7 100 000 morts ont été signalés à l'Organisation mondiale de la santé, dont la propre estimation du bilan réel, direct et indirect, est de l'ordre de 14 900 000 pour les seules années 2020 et 2021. Chacun de ces chiffres était un être humain. Chacun était le père de quelqu'un, debout sur un parking. Je n'écris pas ceci depuis les gradins bon marché. À ce que montre le dossier public, je suis le seul simple citoyen sur Terre à avoir porté plainte au pénal contre son propre chef de gouvernement au sujet de la conduite de la pandémie. Plainte déposée contre le conseiller fédéral d'alors, Alain Berset, à la police cantonale de Lucerne, portée jusqu'au tribunal pénal fédéral de Besançon, où, le 5 septembre 2023, j'ai perdu. Je ne regrette pas un seul pas. Le dossier reste exactement tel qu'il a été déposé. Et ayant maintenant lu la déclassification de Gabbard à la lumière de tout ce que j'avais documenté dans mon propre dossier, je suis parvenu à une conclusion arrêtée de conscience, et j'ai agi en conséquence. Un ministre à Berne s'est appuyé, comme tout ministre le doit, sur les assurances qui lui remontèrent d'en amont,
et ses assurances étaient compromises à leur source, à des milliers de kilomètres de là, bien avant d'atteindre son bureau. J'ai donc pardonné à M. Alain Berset, librement, de mon propre gré. Cela ne retire pas une seule ligne du dossier. Cela tourne simplement le doigt vers l'endroit où le mal a réellement été semé. Le pardon est un instrument de clarté. Je le recommande sans réserve. Il coûte au coupable bien plus cher que la rage n'a jamais coûté. 40 ans sous la ligne de flottaison. Mon père a acheté une compagnie d'hydrofoil. Je veux que vous reteniez cette image un instant, car je n'en ai compris le sens que récemment. Un hydrofoil ne flotte pas. Il vole. Il se soulève sur ses ailes, hisse toute sa coque hors de l'eau, et il file, visible, l'écume jaillissant, tout le monde le regardant. C'était mon père. Il opérait au-dessus de la surface, dans la lumière, à grande vitesse. Et être vu, c'est ce qui l'a tué. Moi, j'ai fait l'inverse. Je suis passé sous la surface, et j'y suis resté 40 ans. Silencieux, profond, menant ma propre patrouille. Pas pour un État. Pas pour une fiche de paix. Jamais pour une caméra. Pour une conviction privée que j'ai formée jeune homme et que je n'ai jamais révisée. Qu'il existait exactement 2 idéologies sur cette terre, dotées de la volonté, de l'architecture et de la patience de tout nous prendre, et que quelqu'un devait y consacrer sa vie. Le marxisme, dans tous ses dialectes et tous ses déguisements. Et l'islam politique, le projet politique. Et je vais être extrêmement précis là-dessus dans un instant, car la précision ici est un devoir moral et non une délicatesse. Tout le reste, les criminels, les excentriques, les tyrans ordinaires, c'est de la météo. Ces deux-là, c'est le climat. Ils ne veulent pas un morceau de la maison. Ils veulent la maison, le terrain, l'acte de propriété, le souvenir que vos enfants gardent de la maison, et les mots que vous emploieriez pour la décrire. Tout le reste négocie. Ces deux-là ne négocient pas, car négocier impliquerait que vous avez le droit d'exister selon vos propres termes, et ni l'un ni l'autre ne concède cette prémisse. Alors je suis descendu sous la ligne de flottaison, et j'y suis resté pendant que d'autres se bâtissèrent des carrières. J'ai mené la patrouille, j'ai lu le trafic, je suis resté assis, immobile, dans le noir, le sonar allumé, pendant 40 ans, à écouter le seul son dans le bruit. Il y a eu de longues périodes où rien ne rentrait sur les hydrophones, et je me suis demandé si j'avais gâché une vie. Et maintenant, j'ai fait surface. Et je suis remonté exactement à la position que j'avais tracée. Et je regarde les deux couler en même temps. Vous pardonnerez à un vieux sous-marinier un instant de quelque chose. Le premier adversaire, l'architecture marxiste, et pourquoi elle tombe toujours. Le cadre correct est celui de Hannah Arendt. La chose à comprendre n'est pas un parti, c'est une structure. Le totalitarisme est le genre. Le marxisme, léninisme et le fascisme en sont 2 espèces. Ils se haïssent, ils se sont entretués par millions, et leurs credos sont réellement opposés. Mais la vérité bien plus dévastatrice est celle qu'Arendt a établie. Les 2 espèces convergent, avec une inévitabilité quasi mécanique, sur le même ensemble d'instruments. Regardez les instruments, et la ressemblance de famille est totale. Le parti placé au-dessus de la loi, le chef placé au-dessus du parti. L'abolition de la personne privée, la doctrine selon laquelle il n'existe aucun recoin de votre vie, de votre famille, de votre foi, de votre parole ou de votre esprit intime où l'État ne puisse tendre la main, l'informateur. Le fichier, le camp. La réécriture du journal d'hier. Et l'exigence, non pas de la simple obéissance, que tout despote à l'ancienne accepterait, mais de l'enthousiasme, que votre visage montre du ravissement pendant que votre famille meurt de faim. Voilà la signature. Maintenant, dites les noms, et n'en épargnez pas un, car chacun de ces hommes a promis le paradis et livré un charnier. Lénine, qui a bâti la machine. Staline, qui l'a perfectionné et a affamé l'Ukraine et rempli le goulag. Mao Zedong, dont le grand bond en avant a tué à une échelle que l'esprit humain ne peut réellement contenir. Pol Pot, qui a vidé une capitale en un jour, aboli l'argent, aboli le calendrier et assassiné le quart de sa propre nation dans les rizières. Fidel Castro et la mafia d'État qu'il a installée sur une île magnifique, toujours pauvre, toujours gardée, 67 ans plus tard. Kim Il-sung et l'État-prison dynastique. Ceausescu, qui a mis sur écoute une nation.
Oxa, qui l'a bunkerisé. Honecker, qui l'a emmuré et a abattu ceux qui escaladaient. Et sur l'autre branche du même arbre, Mussolini, qui a donné son nom au mot et a fini à un croc de boucher. Et Hitler, qui a poussé les instruments jusqu'à leur terminus absolu dans le meurtre industriel de 6 millions de Juifs et qui est mort dans un trou sous une ville en flammes qu'il avait promis de faire durer 1000 ans. Chacun d'entre eux, aucun de ces systèmes ne tient debout aujourd'hui sous la forme conçue par ces architectes. Aucun. Et ils ne sont pas tombés parce que nous étions habiles. Ils sont tombés parce qu'ils étaient en bâtis pour tomber. L'architecture repose de tout son poids sur un mensonge. Qu'un comité peut savoir ce que savent 100 millions d'esprits libres, que le prix du pain peut être décrété, que la nature humaine peut être rééditée dans une nouvelle édition. Elle ne le peut pas. Et le système doit donc consommer toujours plus de coercition simplement pour tenir debout, jusqu'à ce que la coercition soit tout ce qui reste. Puis la coercition tombe en panne de carburant et tout l'édifice s'effondre en un seul après-midi, pendant que les hommes au sommet expliquent encore que la récolte est excellente. Le président Trump l'a dit à Ankara avec plus d'économie que je n'en ai réussi en 4 paragraphes, et je le paraphrase, « Une chose est certaine, une fois qu'on devient communiste, on ne revient jamais, car on meurt dans la dilapidation, sa richesse dépensée, sa liberté perdue, et rien jamais restauré. Allez le vérifier. » Il a dit la vérité empirique. Il n'existe pas un seul contre-exemple sur tout le registre du XXe siècle. Et ne me dites pas que c'est fini, car ce n'est pas fini. C'est simplement dans sa phase bruyante. Le héros enfonce la lance dans le dragon, et le dragon ne meurt pas tranquillement. Dans son agonie, il hurle son cœur de rage et de peur, et il balaie de sa queue en arc violent, et il emporte les dernières maisons de la rue, jusqu'à ce qu'enfin il s'écrase dans un grand fracas, puis le silence. La gauche marxiste en Occident est dans la phase de la queue qui balaie. Elle a cessé de faire l'argument, parce qu'elle a perdu l'argument, et elle s'est mise à frapper l'insulte, la calomnie, le procès-spectacle par communiqué de presse, l'émeute sanctifiée. Ne prenez pas le bruit de l'agonie pour de la force. C'est l'exact contraire. Le second adversaire, l'islam politique, est la distinction sur laquelle j'insiste. Maintenant, je dois être prudent, et je veux l'être. Et la prudence n'est pas de la lâcheté. C'est le contraire. Mon père est né à Bahreïn, de parents perses. Mon sang est à moitié de ce monde-là. Je ne vais pas m'asseoir à Washington et diffamer la civilisation qui l'a produit. Une civilisation plus ancienne et plus profonde que la plupart des nations qui lui font aujourd'hui la leçon, qui a donné au monde l'algèbre et l'astrolabe, Aphèse et Rumi, l'arche et le jardin. Je porte la Perse dans mon cœur. Toujours. Alors comprenez exactement ce que je nomme et exactement ce que je ne nomme pas. Je ne nomme pas une foi. Je ne nomme pas 1,5 milliard d'êtres humains, dont l'écrasante majorité veut ce que tout être humain veut. Un travail, la sécurité, une école pour les enfants et une soirée tranquille. Je ne nomme pas les familles musulmanes de Dearborn, de Bradford, de Marseille ou de Jakarta. Les confondre avec ce que je vais décrire serait non seulement une erreur morale, ce serait une erreur opérationnelle, car ces gens-là sont les premières et les pires victimes de la chose, et ils sont les alliés naturels de quiconque prend au sérieux sa défaite. Je nomme une idéologie. L'islam politique, l'islamisme, est un projet politique du XXe siècle qui prend une foi et la convertit en instrument de pouvoir d'État total. Et lorsque vous le réduisez à ses poutres porteuses, regardez ce que vous trouvez, car vous avez déjà vu ce bâtiment. Le parti au-dessus de la loi, le conseil clérical au-dessus du parti, la doctrine selon laquelle il n'existe aucune sphère privée, l'informateur, la patrouille des mœurs, qui est la brigade des vices de l'âme, l'exécution publique comme pédagogie, l'exigence de l'enthousiasme, et la peine de mort pour la plaisanterie. C'est la même architecture. Et j'en tirerai la conséquence, qui est la phrase la plus porteuse d'espoir de tout ce texte. Si c'est la même architecture, alors elle a le même destin. Elle repose sur le même mensonge. Elle échoue exactement de la même manière, sous nos yeux, à l'endroit précis où on lui a donné une nation entière et un demi-siècle pour faire ses preuves. Regardez l'Iran. Regardez ce que le régime clérical a fait au peuple le plus cultivé de la région. Une monnaie ruinée, une nappe phréatique empoisonnée, une génération de jeunes brillants faisant la queue devant les ambassades étrangères, des femmes qui ne se soumettront plus. Ce régime n'est pas fort, il est armé. Ce sont 2 mots différents, et un seul dur. Voici donc mon marqueur avancé sur ce front,
Et je le marque comme exactement cela. Une prévision, à juger sur ce qui sera livré. Le régime clérical de Téhéran ne survit pas à cette décennie sous sa forme actuelle. Non à cause d'une bombe, à cause de l'arithmétique et à cause de ses propres filles. Et quand il tombera, j'espère de tout mon cœur que le peuple perse remontera par-delà les ayatollahs, par-delà tout cela, jusqu'au patrimoine profond et glorieux qui est le sien de droit. Mon père aurait pleuré de le voir. Peut-être le verra-t-il. Le dernier réduit, Pékin. Et nous arrivons ainsi, comme toute enquête honnête arrive désormais, à la porte. La République populaire de Chine est le dernier grand réduit de l'architecture marxiste sur Terre. Un État à parti unique, marxiste-léniniste, tenant plus d'1,4 milliard d'êtres humains sous la discipline d'un seul parti qui ne répond devant aucun tribunal, aucun bulletin de vote et aucun dieu. Laissez-moi corriger une chose que j'entends répéter, y compris par des amis. Le peuple chinois n'est pas l'adversaire, il est l'otage. C'est un peuple magnifique, industrieux, ancien, attaché à la famille, assis sur un héritage aussi riche que celui de la Perse, et gouverné par un parti qui en a peur. C'est pourquoi il lui faut les caméras à chaque coin de rue, le score attaché à chaque citoyen, le grand pare-feu autour de chaque écran, et la disparition de chaque avocat qui lit la Constitution à voix haute. Et le parti fait tout ce que le livre illégal permet pour nuire aux États-Unis, pour subvertir notre hémisphère, et pour financer, des deux côtés de l'Atlantique, la machinerie non gouvernementale qui pousse l'extrême gauche et travaille à corroder l'Occident judéo-chrétien, attaché à la famille, épris de liberté, qui est le monde libre. Voilà mon évaluation, et je l'énonce comme exactement cela. Et à présent, grâce à une femme discrète qui a déverrouillé une porte en sortant du bâtiment, le récit de la manière dont le laboratoire du parti et l'appareil compromis de l'Amérique se sont croisés est étalé au grand jour, en anglais, horodaté, sur une table, dans une salle d'audience du Sénat. Lorsque Tulsi Gabbard a libéré ce dossier, elle a laissé tomber une épingle. On pouvait l'entendre toucher le tapis. Le Parti communiste chinois marxiste a été pris, et il le sait. Or, et c'est le paragraphe le plus important de ce texte, alors lisez-le 2 fois. La réponse n'est pas la guerre. Ce n'est jamais la guerre. Ce ne doit jamais être la guerre. Tout homme qui vous dit le contraire n'a pas compté le coût d'une guerre entre puissances nucléaires et n'est à écouter sur aucun sujet. La réponse, c'est la loi et le grand livre des comptes. Il y a un précédent et il est instructif. À la fin des années 80, Ronald Reagan et son secrétaire à la défense Frank Carlucci n'ont pas vaincu l'Union soviétique sur un champ de bataille. Pas un seul coup de feu. Ils l'ont dépassé en construction, dépassé en endurance, et appliqué une pression patiente, soutenue, sans gloire, jusqu'à ce qu'un système à parti unique s'effondre sous le poids de ses propres contradictions. Et les hommes du Kremlin expliquaient encore que la récolte était excellente quand le drapeau est descendu. Le même instrument est de nouveau disponible, et il est plus tranchant qu'alors. Des demandes de réparation poursuivies en audience publique par les plus de 190 nations qui ont été lésées. Des sanctions secondaires, construites en droit, largement partagées. L'exposition de l'architecture bancaire de l'ombre et des flottes de l'ombre. Et regardez le président et le département de la justice, avec le secrétaire au Trésor Scott Bessent, ne laisser aucune pierre non retournée sur précisément cela. Pas de sang, pas de garçons rentrant dans des cercueils, rien que la loi, le grand livre, et le temps. Et le parti, à la fin, seul dans une pièce avec ses propres chiffres. Et je laisse mon marqueur de Karg exactement là où je l'ai planté, car je ne déplace pas un marqueur pour convenir au temps qu'il fait. Quand la poussière de la campagne d'Iran retombera, la vanne pétrolière de Karg sera, selon mon évaluation, gérée sous la discipline du Trésor des États-Unis. 2 quais de chargement. Le quai A pour les véritables alliés, la Suisse parmi eux, au prix du marché. Le quai B pour la longue file de pétroliers, chinois, et derrière eux, tout pavillon qui n'a pas levé le petit doigt pour aider à dénucléariser la menace même sur son propre seuil. Et ils paieront la prime pour le privilège. Marquez-le. Les pétroliers chinois, au quai B. Je vous en donne ma parole, et vous pouvez m'y tenir, comme vous m'avez tenu à chaque marqueur que j'ai jamais planté. Et maintenant, que ce texte soit lu à Pékin pour exactement ce qu'il est. J'ai écrit ici plusieurs milliers de mots au sujet d'un laboratoire dans votre pays, et de l'argent qui l'a bâti, et des hommes de mon pays qui ont menti pour le protéger. Et je ne vous en ai adressé presque aucun. Je ne vous ai pas crié dessus.
Je ne vous ai pas menacé. Je ne vous ai rien demandé. J'ai simplement posé le dossier au grand jour, en anglais, horodaté, là où une commission du Sénat, un tribunal et 8 milliards de personnes peuvent l'atteindre. Et je suis retourné à mon bureau. Prenez cela comme le message, c'est tout. Et il n'y en aura pas d'autre. C'est le télégramme le plus subtil que je sache envoyer, et je suis entièrement confiant qu'il sera lu, au bon bureau, par la bonne personne, avant le petit déjeuner. La convergence. Regardez donc ce qu'il y a sur l'échiquier en ce mois de juillet. L'architecture marxiste, dans sa robe politique occidentale, est dans la phase de la queue qui balaie, acculée par l'échec, frappant tout, hurlant à un public qui a cessé d'écouter. L'état phare de l'islam politique est dévoré vivant par sa propre arithmétique et par ses propres filles. Et le dernier réduit, le parti à Pékin, se tient au-dessus d'un dossier ouvert qu'il n'a pas ouvert et qu'il ne peut pas refermer, dans une langue qu'il ne contrôle pas, dans une salle où il ne peut pas entrer, à une date qu'il n'a pas choisie. 3 fronts. Une saison. J'ai attendu 40 ans pour cela, et je ne m'attendais pas, si je vous suis honnête, à vivre assez pour le voir. C'est ce que nous appelons, dans cette maison, le crescendo. Pas le bruit. Le bruit est partout, et n'importe quel imbécile peut l'entendre. Le crescendo, c'est le signal presque inaudible, enfoui dans le bruit. La seule note ténue qui, une fois détectée, s'élève, vite et irrésistiblement, jusqu'à devenir la chose qui change tout. J'ai écouté pendant 40 ans. Celle-ci est le point d'orgue. Ce que j'ai envoyé, et où c'est allé. Je n'ai jamais dit cela en public, et je le dirai une fois, simplement. Puis on ne me le demandera plus. Il y a des mois, bien avant que rien de tout cela n'atteigne un journal, j'ai transmis mes dossiers directement dans les bonnes mains de la directrice du renseignement national d'alors. Je l'ai fait parce que je détenais de la matière et qu'un citoyen qui détient de la matière et reste assis dessus n'est pas un homme privé, il est complice. Je l'ai fait par conviction résolue et par simple devoir civique, et pour rien d'autre. Pas pour une signature, pas pour un siège à une table, pas pour la célébrité. Et laissez-moi être aussi nette que je le peux, car je suis fatiguée de l'insinuation. Je n'ai aucun usage de la célébrité. Je ne l'ai jamais recherchée, et je considère l'appétit pour elle comme une maladie des petits hommes. Je n'ai pas parlé à un journaliste depuis des années. Je ne le referai plus. Comment cela s'est fait ? C'est la part que je décrirai exactement aussi loin que je suis disposée à la décrire, et pas une syllabe de plus. C'est parti du large. De l'Atlantique, droit vers l'espace, par liaison montante. Et ici, une image, pour ceux d'entre vous qui écoutent sans voir. Imaginez une console d'un noir mat, à peine plus grande qu'un livre, dépliée sur le pont d'un navire, tournée vers un ciel vide. Aucune tour à l'horizon, aucune côte. Rien que l'eau et le métal et le silence. Et pourtant les fichiers ont quitté ce pont et se sont posés à Washington dans le temps qu'il faut pour cligner 2 fois des yeux. Au-dessus de nous filaient plus de 10 700 satellites Starlink, plus de la moitié de tous les engins en état de marche qui tournent autour de cette planète, cousus ensemble par plus de 9000 lasers spatiaux tirant à travers le vide. Quand aucune station au sol ne se trouvait à 1000 km à la ronde, rien ne s'arrêtait. Le satellite au-dessus tendait simplement le trafic au bond suivant, de satellite en satellite, la route recalculée en quelques millisecondes, jusqu'à ce qu'il atteigne un satellite capable de voir une passerelle américaine, et il tombait du ciel dans la fibre américaine. Ceci n'est pas une entreprise qui rivalise sur un marché, c'est une entreprise devenue infrastructure. Sa branche de sécurité nationale, bâtie pour l'Agence spatiale de défense, pour le Bureau national de reconnaissance et pour la Force spatiale des États-Unis. Et voici la phrase qui compte. Le terminal était américain, le satellite était américain, le laser était américain, la passerelle était américaine. Le seul souverain doté d'un accès légal à ce chemin était les États-Unis d'Amérique, ce qui est, par tout moyen de mesure que je possède, une bonne chose. Le terminal pèse un peu plus d'1 kilogramme, se plie dans le sac à côté des chemises et se range avant les passeports. La mer était autrefois l'endroit où le signal mourait. Elle est désormais l'endroit où le signal est le plus sûr. Je ne suis pas actionnaire de la formidable entreprise de M. Musk. Je ne détiens aucune action, aucun titre, pas d'or depuis 2017, seulement du Bitcoin. Mais, ceci n'est pas un conseil d'investissement,
C'est mon propre choix, et j'assume l'entière responsabilité de mes choix, bons ou mauvais. Merci, Monsieur Musk. À mon avis personnel, vous n'êtes pas seulement un génie dont le quotient émotionnel et la vitesse d'horloge cérébrale sont hors des courbes, mais vous connectez aussi l'humanité à un prix abordable pour un grand nombre à travers le globe. Bravo, monsieur. Vraiment. Et je le pense. Et voici la fin de ce que je dirai à ce sujet. Je ne décrirai pas les coordonnées, je ne décrirai pas le navire, je ne décrirai pas les heures, la manipulation, l'emballage, l'accusé de réception, ni l'acheminement en aval. Je ne discute pas de la méthode, et je ne discute pas de l'art du métier. Je ne l'ai jamais fait, et je ne le ferai jamais, car un homme qui raconte sa propre procédure a déjà pris sa retraite de son usage. Ce que je vous dirai, c'est ceci. Cela a été fait proprement, cela a été fait légalement, cela a été fait par la porte d'entrée de l'autorité compétente des États-Unis d'Amérique, et cela a été fait par un simple citoyen qui ne voulait précisément rien en retour, et qui n'a précisément rien reçu en retour. À nos adversaires, là dehors, du camp Fauci, marxiste, radical, jusqu'à Pékin, et je sais exactement qui lit cette page, et à peu près à quelle heure. Comprenez ce que cette phrase signifie. Elle signifie que la matière se trouve là où elle devait se trouver depuis longtemps déjà. Elle signifie que vous avez opéré ces derniers mois à l'intérieur d'un tableau qui avait été dessiné avant que vous ne sachiez qu'il y avait un tableau. Et elle signifie que tout ce que vous vous démenez maintenant à enterrer avait déjà été catalogué pendant que vous vous félicitiez encore. Dormez bien. Le registre, ce que valait l'affaire et à qui. Ouvrons les livres. Le bureau du directeur du renseignement national déclare que Fauci a financé des recherches risquées liées à la grande industrie pharmaceutique et à la quête de vaccins universels valant des milliers de milliards de dollars. Lisez cela avec le soin que cela mérite. Le bureau ne dit pas que quiconque a encaissé des milliers de milliards. Il dit que le prix était de milliers de milliards. La quête. Le rêve d'une plateforme vaccinale universelle, une seule architecture, sans cesse repointer sur ce qui vient ensuite, avec l'espèce humaine entière comme abonnement récurrent. Et voici ce qui est documenté, déposé, audité et hors de tout débat. En 2022, Pfizer a inscrit plus de 100 milliards de dollars de revenus, les plus élevés de l'histoire de la compagnie, plus du double de 2020. Sa seule franchise Covid a livré près de 60% de tout ce que la compagnie a gagné. Et Moderna. Prêtez attention à Moderna, car Moderna est toute la parabole en une colonne de chiffres. En 2020, la compagnie avait des revenus de 800 millions de dollars et affichait une perte nette de 747 millions. Elle n'avait jamais mis un seul produit sur le marché de toute son histoire. En 2021, elle a déclaré 18 milliards et demi de revenus et un bénéfice net de 12 milliards 200 millions. 12 milliards de bénéfices en 12 mois, par une compagnie qui, un an plus tôt, n'avait jamais rien vendu à personne. Ce n'est pas 1000 milliards. Je ne vais pas vous dire que c'était 1000 milliards, car ce ne l'était pas. Et à l'instant où je gonfle un chiffre réel, j'ai remis à mes ennemis la seule arme qu'ils aient jamais pu utiliser contre moi. C'était des dizaines de milliards, extraits des trésoreries publiques, sous autorité d'urgence, d'un marché captif de 8 milliards d'êtres humains effrayés, à qui l'on disait qu'il n'y avait pas d'autre porte pour sortir de la pièce. Et retournez maintenant le registre, car l'autre côté est là où se trouvent réellement les milliers de milliards. Et ils ne sont pas dans les comptes d'une entreprise pharmaceutique. La Banque mondiale, l'UNESCO et l'UNICEF ont estimé ensemble que les fermetures d'écoles de la pandémie pourraient coûter à cette génération d'enfants jusqu'à 17 000 milliards de dollars de revenus perdus sur toute une vie. 17 000 milliards, pris aux jeunes, pris à des enfants qui n'ont jamais voté pour rien de tout cela et qui paieront, en silence, en salaire moindre, pour toute la durée de leur vie active. Voilà votre chiffre en milliers de milliards. Il n'est pas sur la ligne des revenus. Il est sur la ligne des pertes. Et il est libellé en enfants. Les blessures qui étaient réelles et les questions qu'on a rendues hérétiques. Maintenant j'arrive à la part la plus difficile de ce texte et je vais la faire droit, avec la bonne et la mauvaise nouvelle sur la même page. La blessure était réelle. La myocardite, l'inflammation du muscle cardiaque, est un effet indésirable authentique, confirmé, reconnu par les régulateurs, des vaccins à ARN messager. Ce n'est pas une thèse marginale. C'est sur l'étiquette. Le 25 juin 2021, l'Agence américaine du médicament a ajouté un avertissement de myocardite aux notices officielles. Et les gouvernements ont bougé. En octobre 2021, la Finlande, la Suède, le Danemark et la Norvège, 4 États nordiques sobres,
pas un théoricien du complot parmi eux, ont suspendu ou restreint le vaccin Moderna chez les jeunes hommes. Maintenant la taille de la chose, car la taille est là où l'honnêteté tient ou s'effondre. L'étude de référence, une cohorte nordique de 23 millions d'habitants, a trouvé le risque concentré exactement là où les autorités l'avaient dit. Chez les jeunes hommes, après la seconde dose. Et je ne le cacherai pas, car aucun homme honnête ne le ferait. Le risque de myocardite à attraper le Covid lui-même est plus élevé que le risque venant du vaccin, y compris chez les jeunes hommes. Ces deux choses sont vraies. Elles l'ont toujours été toutes les deux. Quiconque ne vous en a dit qu'une seule, vous vendait quelque chose. Et le crime. Car ce n'est pas celui que les gens croient. Le crime n'est pas qu'un médicament ait eu un effet secondaire. Tout médicament jamais fabriqué en a eu un. Le crime, c'est ce qui a été fait à ceux qui l'ont remarqué. C'est qu'un signal de sécurité légitime, mesurable, finalement confirmé par les régulateurs, a été, dans cette première année, dans le pays même qui a produit le vaccin, nié, minimisé, tourné en ridicule et activement supprimé. Des médecins qui l'ont signalé ont été mis sous enquête. Des citoyens qui l'ont écrit ont été étranglés dans leurs paroles. Et lorsque cela a enfin été éprouvé devant un tribunal américain, une cour fédérale a constaté que le gouvernement des États-Unis avait contraint les plateformes de réseaux sociaux à censurer une parole protégée. La Cour d'appel a confirmé la substance. La Cour suprême a annulé en 2024 pour un motif de qualité pour agir, c'est-à-dire que la conclusion n'a jamais été renversée sur le fond. On a simplement dit aux plaignants qu'ils n'avaient pas le droit d'être dans la salle. Le gouvernement a posé la main sur la gorge du citoyen américain et l'affaire a été réglée sur une technicité de savoir qui avait le droit de se plaindre. Et c'est là la phrase que je veux graver quelque part, car c'est la seule leçon qui comptera encore dans 100 ans. Un État qui vous dit la vérité n'a nul besoin de vous censurer. La censure est l'aveu. À tous ceux qui ont perdu quelqu'un, et donc, enfin, à ceux à qui j'écris en vérité depuis le début. Vous avez perdu quelqu'un, peut-être à cause du virus, dans un couloir, sous un respirateur, sur un écran tenu à bout de bras par une infirmière qui était une étrangère, sans votre main dans la sienne. Peut-être à cause d'une politique, une porte verrouillée, un examen retardé, un cancer découvert 8 mois trop tard parce que la clinique était fermée. Et peut-être, et je ne vais pas m'y dérober, un fils jeune et en bonne santé, à cause d'une blessure que les régulateurs ont ensuite inscrite sur l'étiquette et que vos propres institutions ont passé 1 an à vous dire être le fruit de votre imagination. Chacun de vous méritait la vérité. Chacun de vous a reçu un récit à la place. Je ne peux pas vous rendre ce qui vous a été pris. Personne ne le peut. Mon père est parti depuis 13 ans, et je ne l'ai pas récupéré non plus. Mais je peux vous dire la seule chose qui ait jamais réellement valu quelque chose pour moi. En 13 ans de tout cela. Le dossier ressort. Il ressort toujours. Il est ressorti pour le meurtrier de mon père, même s'il a fallu 1 an et une traque. Il est ressorti maintenant pour l'origine de cette pandémie, même s'il a fallu 6 ans et une directrice du renseignement prête à brûler son dernier jour en poste. Il ressort le 29 juillet, dans une salle ouverte, devant les caméras, sous serment. Vous n'étiez pas fous. Vous n'étiez pas des théoriciens du complot. Vous n'étiez pas de mauvais citoyens pour avoir demandé ce qui était arrivé à la personne que vous aimiez. Vous étiez en avance. Et le 29 juillet, le Sénat des États-Unis est censé vous rattraper. Mon père sourit. Et je reviens ainsi au parking, car c'est là que tout ceci allait depuis la première ligne. Le 29 juillet, 13 ans après qu'un homme s'est approché de mon père par derrière et l'a abattu pour avoir refusé de se taire sur la corruption, une commission du Sénat des États-Unis est censée siéger en séance publique, devant les caméras, et exiger d'un autre homme qu'il réponde de ce qu'il a fait de l'argent et de la confiance du public, sous serment, en plein jour, devant le peuple. Je n'ai pas arrangé cela. Personne n'a arrangé cela. Et je ne vais pas prétendre que l'univers l'a arrangé non plus, car je ne le sais pas, et l'homme honnête le dit. Mais je vous dirai ce que j'ai ressenti quand j'ai vu la date. J'ai ressenti que le 29 juillet avait été repris. Pendant 13 ans, cette date a été mienne à endurer. Un jour que je traversais. Un jour où je ne répondais pas au téléphone. Et maintenant, cette année, ce sera le jour où une république, la mienne, celle que j'ai choisie, celle que mon père a admirée toute sa vie de loin, fera au grand jour, avec un maillet, une caméra et une sténographe, la chose exacte pour laquelle ils l'ont tué alors qu'ils tentaient de la faire seule, sur un parking de Kuala Lumpur. Ce n'est pas de la vengeance. Je n'ai aucun appétit pour la vengeance, et j'ai pardonné, en public et nommément,
à un homme que j'avais un jour traîné devant un tribunal pénal. C'est quelque chose de meilleur et de bien plus durable que la vengeance. C'est ce que mon père voulait réellement. Pas le sang. Le dossier. À voix haute. Consigné. En plein jour. Alors oui. Mon père me sourit depuis le ciel. Il nous sourit à tous. Et il est en compagnie extraordinaire ce mois-ci, car il y a 2 jours, un patriote américain au grand cœur, à l'esprit vif, infiniment drôle, a franchi la porte et s'est assis. Un homme qui a passé sa vie entière à faire précisément ce que mon père faisait. Je donnerais beaucoup pour entendre cette première conversation. 2 hommes venus tous deux de rien. 2 hommes qui ont pris tous deux les salles les plus dures du monde et les ont fait rire. 2 hommes qui, à la fin, tous les deux, n'ont pas voulu se taire. « Messieurs, nous prenons le quart. Allez vous reposer. Nous prenons la suite d'ici. Une charge et un mot à la jeunesse. Une dernière chose, et elle est pour les jeunes qui lisent ceci. Et vous êtes plus nombreux chaque mois, et vous êtes la raison pour laquelle j'écris. On vous a dit que l'histoire est finie, que tout est décidé, que les puissants gagnent toujours, et que les honnêtes perdent toujours, et que la chose sensée est de baisser la tête. Chacun de ces mots est un mensonge. Et c'est un mensonge dit par des gens qui ont besoin que vous le croyiez. Regardez ce mois. Une soldate discrète, traitée de traîtresse par les voix les plus fortes de son pays, a tenu sa ligne, dit la vérité, ouvert la chambre forte. Puis elle a quitté l'un des postes les plus puissants de la Terre pour soigner l'homme qu'elle aime. Un sénateur qu'on a moqué pendant des années a pressé la même question, encore et encore. Et on lui a dit que la science était établie, et il n'a pas cessé. Et il détient maintenant le maillet, les documents et l'injonction. Un vieil homme à Kuala Lumpur a posé une question de trop et l'a payée de sa vie. Et 13 ans plus tard, la question est posée de nouveau, depuis un fauteuil que ces assassins ne peuvent atteindre. On ne gagne pas l'argument le jour même. On le gagne en étant encore là, des années plus tard, quand tous ceux qui vous ont moqué sont rentrés chez eux. Alors, trouvez votre étoile polaire. Tenez-y bon. Faites le travail ingrat dans le noir aussi longtemps qu'il le faudra. Soyez patient, soyez exact. Dites la vérité quand elle vous coûte quelque chose, ce qui est le seul moment où elle compte. Le crescendo vient, il vient toujours, et il vient pour ceux qui écoutaient encore. Et maintenant, avant de conclure, il me faut poser 2 dossiers de plus sur cette table, car la même architecture que j'ai décrite ne se tient pas seulement à Pékin. Elle se tient aussi ici, chez nous, dans nos propres villes, et il faut la nommer. New York court à la ruine. Et son pilote est un marxiste incompétent. Regardez l'aile marxiste radicale du Parti démocrate recommencer, en temps réel, et écoutez leur lunatique en chef, Mamdani. Pauvres New-Yorkais. Ils ont voté pour une chose qu'ils n'ont jamais pris la peine de comprendre, et ils vont l'apprendre à la dure, et cela leur coûtera une fortune. C'est leur propre médecine, distillée de leurs propres bêtises, et ils doivent la boire jusqu'à la dernière goutte. Dieu merci, je ne suis plus à New York. Nous reviendrons, mais pas un jour avant que ce maire marxiste ne soit sorti de l'hôtel de ville. Considérez l'arc, car il vous dit tout sur l'ingratitude au cœur de ce mouvement. La famille du père de Mamdani a été chassée d'Ouganda par Idi Amin, et son père a ensuite été dépouillé de sa citoyenneté et laissé apatride, puni par un homme fort africain après l'autre pour le crime de parler. Et où cette famille apatride a-t-elle trouvé refuge, une chair, un passeport, une carrière, une fortune, et la liberté de dire absolument tout ce qui lui plaisait sans un coup à la porte à 3 heures du matin? Ici, aux États-Unis. Allez le vérifier. Et le fils de ce sauvetage se tient maintenant sur les marches de l'hôtel de ville, et il est mon opinion, et je la signe comme mienne, qu'il est engagé dans le démantèlement patient de la République même qui a recueilli sa famille quand personne d'autre sur Terre ne l'aurait fait. Pas avec un fusil. Avec un gel des loyers, un budget policier, une intifada mondialisée qu'il refuse de condamner, et une génération de jeunes New-Yorkais à qui l'on apprend à mépriser le seul pays qui ait jamais donné un foyer et du pain à sa famille. La tragédie n'est pas qu'il ait atterri aux États-Unis. La tragédie est qu'il n'a rien appris en chemin, sauf comment semer la haine et la division, et l'appeler l'espoir. Et laissez-moi être extrêmement précis sur ce que je dis et ne dis pas, car c'est exactement la ligne où les braillards de mon propre camp perdent l'argument. La démocratie et la liberté de parole sont une chose. Elles sont assurées, sans condition, aux États-Unis, par sa magnifique constitution, à chaque âme qui foule cette terre. Et je défendrai le droit de Zohran Mamdani de dire chacun de ces mots jusqu'à mon dernier souffle. Cette protection n'est pas une courtoisie. C'est la pierre angulaire.
Mais l'action subversive qui vise cette pierre angulaire elle-même est tout autre chose. Le premier amendement protège la défense d'une idée. Il n'a jamais protégé le démantèlement de la maison qui abrite l'idée. Une république qui ne sait pas distinguer entre un homme qui discute avec elle et un mouvement qui travaille à la faire finir ne sera plus une république très longtemps. Nous n'avons pas besoin d'une expérience de plus. Pas une. Ni à New York, ni nulle part. Et à ceux d'entre vous qui restent, dans ce parti, ralliez-vous derrière John Fetterman. Je ne dis pas cela à la légère, et je ne l'ai jamais dit d'un démocrate auparavant. Mais regardez l'homme. Il est le seul démocrate au Sénat des États-Unis qui refuse d'excuser les communistes autoproclamés qui remportent désormais les primaires de son propre parti. Il a appelé cela une orgie de socialisme, et les résultats de New York lui ont donné raison dans le mois. Il a dit que la base devenait de plus en plus anti-américaine, et il l'a dit en face. Il s'est tenu seul contre la résolution qui aurait lié les mains du président sur l'Iran. Pourquoi son propre camp réclame son éviction et le calomnie anonymement auprès des journalistes? Honteux. Ils tirent sur le seul homme de leur rang qui ne fait pas partie de la subversion, et ils tirent sur lui pour le seul péché impardonnable d'être honnête. Tenez la ligne, sénateur, nous sommes plus nombreux à regarder que vous ne le croyez. Pauvre Amérique. Mais pas fini, jamais fini. Et je veux être compris avec précision ici. Ceci n'est pas un film d'horreur. Ceci n'est pas le 1984 d'Orwell que j'ai lu adolescent, à l'Institut of dem Rosenberg en Suisse, et qui fut mon réveil, et depuis lequel je ne me suis jamais rendormi. Rire d'eux ne diminue rien. C'est de l'oxygène. Un cerveau à horloge rapide a besoin d'oxygène pour déjouer un marxiste, et c'est précisément ce que nous avons fait, et faisons, sans faillir. Nous les avons déjoués auparavant. Nous les déjouerons à chaque fois, aussi longtemps que nous serons libres de penser. Et voici mon appel avancé, en mon propre nom, et marquez-le, cet homme ne durera pas longtemps. Mais prenez garde, il fait tourner la même architecture que j'ai vue imploser sur 4 continents pendant plus de 40 ans. Et elle implosera ici sur la même arithmétique, car l'arithmétique ne se soucie pas de savoir qui est mère. Il fera néanmoins beaucoup de dégâts sur le chemin de la chute, et ces dégâts devront être comptabilisés, et, là où la loi le permet, empêchés par la loi. Conclusion, le résumé. Laissez-moi rassembler le tout dans une seule main, comme je clôturerais n'importe quel dossier. La date. Le 29 juillet 2026, à 10h du matin, heure de l'Est, le docteur Anthony Fauci est censé, non confirmé comme tenu, comparaître sous injonction devant la Commission de la Sécurité intérieure, en public, et le président a dit qu'il s'attend à devoir se battre pour la comparution devant les tribunaux. C'est le 13e anniversaire, jour pour jour, de l'assassinat de mon père à Kuala Lumpur. L'instrument. Cette commission est le principal organe d'enquête du Sénat, avec une juridiction permanente sur toute agence du gouvernement, et un président qui détient désormais un pouvoir d'injonction unilatéral. Elle réfère ce qu'elle trouve au département de la justice. C'est une bretelle d'accès, non un terminus. Le mécanisme que personne n'a expliqué. La déclassification n'est pas de la publicité, c'est un changement de juridiction. En libérant le dossier Covid en juin 2026, Tulsi Gabbard a déplacé la question hors du monde fermé du renseignement et vers le plein jour, où une commission publique pouvait l'atteindre, devant les caméras, devant le peuple. Le droit est au-dessus, et il n'est pas contesté. Un agent pathogène augmenté, rendu plus transmissible, plus létal, plus évasif que ne l'a fait la nature, d'un type et en une quantité sans justification prophylactique ou pacifique, est en lui-même l'artefact prohibé. Le critère de but général interdit par le but et par le type, non par l'agent nommé. Il ne demande pas si quiconque avait l'intention de le tirer. C'était le droit en 2014, c'était le droit en 2019, et c'est le droit aujourd'hui. Maintenant mon opinion, et je la signe. Un régime qui mène des travaux d'augmentation sur des coronavirus dangereux dans une ville de 11 millions d'habitants, qui laisse le monde l'apprendre par les cadavres, qui nettoie le marché, scelle le laboratoire, fait taire ses propres médecins et refuse les enquêteurs internationaux jusqu'à ce jour. Ce régime a commis un acte de guerre contre plus de 190 nations. Non par déclaration, par échappée et par la dissimulation qui a suivi. Des millions sont morts. C'est une agression de niveau militaire, et je l'appelle par son nom. Ils en porteront les conséquences en droit. La justice est une femme, et nos dames gardent les reçus, avec précision, chronologiquement et sans sentiment.
La facture finale ne sera pas livrée par un porte-avions. Elle sera livrée par cargue et par les sanctions secondaires qui suivent le baril jusqu'à l'acheteur, à la coque, à l'assureur et à la banque. Le secrétaire d'État Marco Rubio et le secrétaire au Trésor Scott Bessent détiennent une boîte à outils non orthodoxe et effectivement illimitée dans son choix d'instruments, chacun d'eux non cinétique, et chacun d'eux se refermant sur l'ennemi là où il le sent, l'économie. Je dis ce qui est établi. Je dis ce qui est contesté. Je dis quelle est ma propre opinion. Je n'ai pas une seule fois brouillé les trois. Regardez la photographie de couverture, en haut de cet article. Je n'avais que 7 ans, à la barre de notre bateau, mon père à mes côtés. Mon héros. Il m'a laissé barrer avant que je ne puisse voir par-dessus le gouvernail, et il ne me l'a jamais repris. Je n'ai jamais aimé les serpents. C'est toute la raison pour laquelle je me tenais sur le pont supérieur, et non en bas, sur les skis nautiques, et je n'en ai jamais eu honte. Un garçon qui sait ce qu'il y a dans l'eau reste hors de l'eau. Les serpents juridiques qui se referment maintenant sur le Parti communiste chinois sont plus gros que le parti ne peut les avaler. Il a commis l'erreur d'entrer dans l'eau. À Ankara, le 8 juillet 2026, le président des États-Unis s'est tenu au pupitre à la clôture du sommet de l'OTAN et a parlé du communisme, pas en code et pas entre les lignes. Il a dit qu'il est facile à vendre, qu'il vient habillé de logements gratuits et d'autres gentillesses, et qu'il a échoué chaque fois qu'il a été essayé, sous chaque nom qu'il a emprunté. Lui et moi voyons cela du même œil, et je dirais la moitié la plus dure de ma propre voix, car c'est mon opinion, et je la signe. L'idéologie marxiste, le communisme d'État, est un cancer du corps politique. Une fois qu'une nation devient communiste, elle ne revient pas d'elle-même. Elle meurt lentement et dans la douleur, et elle entraîne des générations de gens ordinaires dans sa chute. Le peuple chinois en premier parmi les victimes du parti, non ses complices. Pas un seul ouvrage architectural marxiste de l'histoire n'a été sauvé. Chacun d'eux a implosé de l'intérieur, sur ses propres contradictions, sur la ruine de sa propre économie et sur les corps du peuple qu'il avait promis d'élever. Notre hémisphère occidental, judéo-chrétien, est bâti sur la proposition inverse. La paix, la liberté, l'état de droit, et par-dessus tout le marché libre, le seul système jamais conçu qui laisse un homme garder ce qu'il bâtit. Nous n'avons pas besoin d'une expérience de plus. Pas une. Nous ne pouvons pas nous le permettre, en aucune circonstance. Prenez votre temps pour lire et pour comprendre. Surveillez le 29. Et ne soyez pas, quoi que vous fassiez d'autre, silencieux. Avec tous mes vœux les meilleurs, Pascal Najadi, fondateur et principal, Geostrat Agency, LLC, Washington, District de Columbia, États-Unis. Voyez au-delà de l'horizon et façonnez le monde avant qu'il ne se déplace, car une fois qu'il s'est déplacé, il est trop tard. Pascal Najadi. Toute guerre est fondée sur la tromperie. Sun Tzu, L'art de la guerre, chapitre 1er. Et donc, ce qui permet au sage souverain et au bon général de frapper, de vaincre et d'accomplir des choses hors de portée des hommes ordinaires, c'est la connaissance préalable. Sun Tzu, L'art de la guerre, chapitre 13. L'emploi des espions. Ici, Yael R. Eastman, de nouveau, pour refermer. Vous venez d'entendre notre principal dans son propre registre, et vous avez peut-être senti, comme moi chaque fois, à quel point la première personne pèse quand un homme écrit à la fois sur son père et sur le monde. Laissez-moi vous redire, en quittant ce micro, ce que nous sommes. Nous ne courons pas après l'actualité, nous l'appelons avant qu'elle n'éclate, et nous laissons les horodatages en faire la preuve. Ce n'est pas une vantardise, c'est un dossier, classé et daté. Signal plutôt que bruit, connaissance préalable plutôt que fiction. Quand il s'agit de la guerre silencieuse, nous ne sommes pas des commentateurs qui tiennent le score. Nous en sommes les maîtres. Ne vous y trompez pas, nous publions pour avoir raison, non pour être bruyants. Notre fondateur veut atteindre la jeune génération, l'avenir, les enfants, les jeunes adolescents et tous ceux qui aspirent à être bien informés. Il est déterminé à ce que Geostrat Agency, LLC, demeure libre et nette, par conception, de toute influence financière ou politique, quelle qu'elle soit. Il n'accepte de faveur de personne, il ne répond qu'à lui-même et au Seigneur, qui garde et clôture sa boussole morale, afin qu'il puisse le mieux servir la communauté et continuer à défendre l'Amérique et la Suisse d'abord, et la paix par la force. Nous ne tolérerons ni discours de haine, ni attaques, ni insultes. Toute posture agressive ou menace voilée contre ce bureau, notre équipe ou notre famille, sera signalée directement aux agences compétentes, ici à Washington et chez nous,
en Suisse. Voyez au-delà de l'horizon et façonnez le monde avant qu'il ne se déplace. Merci de nous avoir écoutés. À très bientôt. Look, I want to get the word out because what's forming is communism in the country. And communism's easy to sell. I would be the greatest communist in history. I'd be right up there with Lenin. I'd be as good as anybody. You've got free rent for the rest of your life. What they don't say is that you'll be living in squalor in 12 months. You've got the free house. Would anybody like to have a free house? We'll take it away from somebody. We'll give it to you. You'll have murders all over the place. Communism's a disaster. It's been proven to be for thousands of years under different names, but the same thing. It's very important. And, you know, it's funny. One of the reasons I do so well with Hispanic people, I set a record, Republicans. I get great numbers for the election, helped me get elected in a landslide. The Hispanics, because a lot of them came from countries that were essentially communist. You know, whether you call them radical socialist or communist is not that much, but there's a little difference. When they say social democrats, we're social democrats, it sounds so nice. It's not nice, it's a very dangerous term. So I do talk about it, and I talk about it on TikTok, and I talk about it everywhere. I talk about it here. And you're right, it has become international, but it's never worked, and it's not going to work. What is working is the United States. So think of it, we have more jobs than we've ever had. People are making more money than they've ever made. I'm talking about workers now. I'm talking about workers. They're making higher salaries than they've ever made before. It's just the best system, and it's got flaws, but everything's going to have a little flaw, but it's been amazing. And when I watch what's happening, and I see these lowlifes I mean, they're lowlifes. I watch them. I know good people. I know quality people. These are essentially lowlifes. And when I see what they're talking, I think they're very dangerous in many ways. And I've said it, and then I said, boy, that's a pretty big statement. Then I realized, you know, a couple of people said, I think you're probably right. I think this country, with this thing that's going around, is in more danger than it was during World War I, World War II. If you talk about September 11th, if you talk about Pearl Harbor, that was big danger. I think the concept of us going communist, because one thing that happens when you go communist, you never come back, never comes back. You die in squalor. You die a horrible death. You die in squalor, and it gets very evil and very nasty. La couronne Najadi et la doctrine Najadi, déclassifiée. Le cercle est clos et verrouillé. And what we now know beyond a reasonable doubt is that Anthony Fauci did indeed fund gain-of-function research. We have the evidence that the experiments were gaining in function. The viruses were becoming more lethal, more attachable to human cells, and more infectious. We do know that this was going on, that was funded by the NIH, specifically under the tutelage of Anthony Fauci. Politicized self-serving leaders like Dr. Fauci covered up their own wrongdoing and abuses of power, manipulated intelligence, lied to Congress, and undermined a duly elected president by restricting his access to the vital facts he needed to keep the country safe. It's time you know the truth. Skal, I would like to begin with what might have been a trigger for your whistleblowing. You come from a very important Bahraini family, and your Swiss side is equally important. You're a direct descendant of a former Swiss president, as a matter of fact. You were headed toward quite a predictable career in international banking, and that's how things started out for you. When and why did that change? What exactly was the trigger? The card House of Lies got destroyed by pulling one card, and that was your president. He pulled the card after being lied to by his advisors. He's not a doctor, he's not a toxicologist, he's a businessman and a peacemaker after all. He got lied to as high treason, and the consequences will come very soon. Je nourris une passion immense, protéger et remettre debout tous ceux qui souffrent de l'injustice ou de la maladie. Pousser les faibles vers l'avant, depuis l'arrière, et ne jamais les laisser derrière. La mission d'abord. Personne n'est laissé en arrière. I will always place the mission first. I will never accept defeat. I will never quit. And I will never leave a fallen comrade. We will never leave a fallen comrade. We will not neglect those who are injured, sick, or in need.
not divulge internal conversations. I will say that those of us within the intelligence community continue to provide the president with all of the best objective intelligence available to inform his decisions. The last what the world wants is an insecure United States. We need a strong, healthy, wealthy, self-competent, not warmongering United States to keep peace. It's the way your president is managing things. President Trump, that is. War in this context and in pursuit of peace is necessary. They're not the bully of the Middle East anymore.